Une semaine dans le monde particulièrement chargée ce soir, vous vous en doutez. Toutes les cartes sont rebattues en Europe et au Royaume-Uni depuis le référendum du Brexit. L'Union européenne cherche une idée forte pour se relancer et les deux grands partis britanniques se déchirent à l'image des conservateurs avec notamment ce coup d'éclat de Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, clé de voûte de la campagne pour sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne qui hier a renoncé à briguer la présidence de son parti. Pour en parler avec nous, Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine, merci d'être avec nous. Isis Ascoberetta, Cartooning for Peace. Vous avez montré dans quelques instants des dessins. Il y a évidemment beaucoup d'émotions dans les dessins qu'on va montrer cette semaine. Alberto Toscano, journaliste et écrivain italien à Paris. Et Marc Semo, journaliste au Monde, chargé des questions diplomatiques. Isis, on commence avec vous. Vous avez fait une sélection de dessins en ce qui concerne le Brexit d'abord. Oui, alors on a reçu beaucoup de dessins bien avant les Brexit et bien sûr après les Brexit. Donc ces premiers dessins de la dessinatrice portugaise Cristina Sampaio, un dessin publié dans Courrier International. Et on voit bien ces gentlemen anglais qui poussent avec son parapluie négligemment ces blocs avec le drapeau du Royaume-Uni. Et tout menace de s'effondrer. Voilà, on voit ces jeux des tactiques Yenga. Et on voit bien que son coup de parapluie va faire s'effondrer cette tour dans laquelle il y a tous les drapeaux des pays européens. Et si vous regardez bien, il y a en bas les drapeaux de la France, l'Allemagne. Les pays fondateurs, le moteur de l'Europe. Exactement. Un autre dessin des Dan Singer, dessinateur des États-Unis, un dessin publié dans The Rutland Herald. Et on voit celui qui a gagné le Brexit, le racisme. On voit ce personnage qui prend la pose de King Kong, comme dans les films. Sauf que là, il se tient du Big Ben. Un autre dessin des Kroll, dessinateur ah oui, il m'a fait rire celui-là. Oui, qui publie dans Le Soir. Donc là, on est dans le sommet européen des 28 et 29 juin. Donc on voit François Hollande, Angela Merkel et Cameron qui demande autour de la table des 28, il veut un café. Voilà, il demande un café pour moi aussi, s'il vous plaît. Et Merkel qui lui répond, c'est 3 €. Donc voilà, une annonce de comment ça va se dérouler les négociations dans les mois et peut-être les années à venir. Bon, semaine chargée, on commence par quoi? L'Europe, l'implosion des partis traditionnels au Royaume-Uni, l'Europe? C'est ce que va devenir la Grande-Bretagne, ce qui est quand même la grande inconnue maintenant. On ironisait beaucoup, la Grande-Bretagne, c'était dans l'Europe, un pied dedans, un pied dehors. Maintenant, c'est un pied dehors, un pied dedans. Alors, c'est pas simplement un jeu de mots, parce que le fait que ce soit un pied dehors, un pied dedans, ce pied dedans, qu'est-ce que c'est encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que tant que la Grande-Bretagne n'a pas activé l'article 50, véritablement les négociations pour le retrait ne commencent pas. Elle peut prendre un certain temps. Déjà les deux. Est-ce qu'elles vont commencer? Parce que la question a été posée toute la semaine. Dans l'absolu, elle continue d'être posée. Dans l'absolu, il faut le rappeler, ce référendum est un référendum consultatif. Oui, donc personne n'est obligé de déclencher l'article 50. Ensuite, la Grande-Bretagne est une démocratie, donc. Les deux candidats à la direction des Tories, du Parti conservateur, disent Theresa May et Michael Gove qu'ils vont le faire. Et ce serait sans ouais, enfin, ils temporisent. On va le faire, mais pas cette année. Voilà. Les 27 font pression pour que ça aille vite. Finalement, l'Allemagne s'est ralliée à ça. Mais on rentre effectivement dans un processus totalement inédit. Jusqu'ici, l'Europe, effectivement, s'élargissait sans cesse. Pour la première fois, c'est un coup d'arrêt. Elle se rétrécit. Non, mais il n'y a aucun doute sur le fait que la Grande-Bretagne sortira de l'Union européenne. Il n'y a vraiment aucun doute? Et aucun doute sur le fait que l'article 50 sera activé. Parce que les Britanniques peuvent se tromper, mais ils ne sont pas des imbéciles. Et renoncer à activer l'article 50 signifierait se moquer du peuple britannique. C'est pas le cas de figure. Il y a des précédents quand même en Europe, des référendums qui ensuite on a revoté, le Danemark, l'Irlande. On peut imaginer un deuxième référendum dans 2 ans. Un deuxième référendum, on verra. Mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne activera l'article 50 et sur ça, il n'y a aucun doute. Le doute est sur le moment. Le moment est-ce que ce sera au mois de septembre? L'Europe dit oui, forcément, parce qu'il faut que l'Europe se réorganise après le choc, après cette douche écossaise qui a été le référendum. Ah oui, là pour le coup, l'Europe voulait que ça soit il y a 3 jours. Ce qui est très intéressant, c'est... on peut parler... D'abord, moi je trouve que ce qui est très surprenant, c'est quel est le pays qui aujourd'hui est dans la difficulté, c'est le Royaume-Uni. Moi, je suis surpris de la différence d'émotion entre le débat sur la crise grecque et l'euro, l'été dernier,
où les opinions publiques continentales de la zone euro étaient impliquées. Il y avait un risque d'explosion de la zone, il y avait un risque sur la monnaie, qui est notre monnaie, nos économies, notre argent, etc. La sortie de l'Europe, la sortie de l'Angleterre, du Royaume-Uni, trois lapsus de suite, la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, c'est pas vécu sur l'Europe continentale comme une catastrophe d'ampleur nationale, tragique, etc. Par contre, en Angleterre, on voit bien à quel point c'est sismique. C'est-à-dire que les types qui ont gagné, ils ont ni plan A, ni plan B, ni plan C, ils savent pas quoi faire. Ils ont une City. Toute l'économie britannique, elle s'est enrichie depuis 15 ans par la création de la City. Alors on leur dit maintenant, ah bah c'est dommage, il va plus y avoir de City. On a menti aux gens de manière éhontée. Enfin, il va falloir le négocier, ça. Hein. Ils vont quand même défendre leurs intérêts. Non, les règles sont simples. Il y a deux paramètres qui sont, à mon avis, intangibles. Si ces paramètres bougent, il n'y a plus d'Union européenne. Donc c'est intangible. Le premier paramètre, c'est si vous voulez le marché unique, il y a une contrainte, c'est la liberté de circulation. C'est le seul paramètre. Et si les Britanniques l'acceptent ? Les Britanniques ont voté non sur les deux points. Ni le marché unique, ni surtout la liberté de circulation. Et le cauchemar du Polonais, et le cauchemar du Syrien, et le cauchemar de l'Irakien. Et tous ces cauchemars qu'on leur a vendus, ils n'en veulent pas. Il y a déjà, selon les sondages en Grande-Bretagne, 7%, c'est beaucoup, des électeurs du out qui disent regretter leur vote. Ah oui, on connaît ce chiffre, 7% des électeurs. Il y a eu un sondage là-dessus. La deuxième chose... On a vu les sondages britanniques, par ailleurs, dans la fiabilité n'est pas... Il devait y passer avant. La deuxième chose les jeux sont faits. La deuxième chose qui me choque, c'est que ce pays si démocratique, il étale, excusez-moi, la médiocrité de sa classe politique d'un coup. On a un Premier ministre qui a fait campagne d'une manière, on ne pouvait pas faire plus tiède. Ah, il a parié, il a perdu. Non, il a parié, il a perdu. Il a fait une très mauvaise campagne. Il n'a pas arrêté de dire que lui, il n'aimait pas Bruxelles, mais que pour des intérêts mercantiles, il fallait qu'on y soit, ce qui est quand même pas le meilleur moyen de faire campagne. Le type d'en face, il fait campagne en espérant ne pas gagner, ce qui est quand même... Mais est-ce que c'est vrai que c'est pas le meilleur moyen de faire campagne ? Parce que finalement, si vous voulez convaincre une population dont on sait qu'elle est eurosceptique de rester dans l'Union, c'était peut-être justement, en tout cas, il a parié là-dessus, il fallait leur dire, écoutez, on n'a pas besoin d'avoir un rapport affectif, mais nos intérêts sont... notre intérêt est de rester avec l'Union. You cannot have the butter and the money of the butter. On peut pas avoir et le sourire de la crémière. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va être négocié maintenant. Et de fait, parmi les deux candidats à la direction des Tories, Theresa May et Michael Gove, il y a une profonde différence. Oui. Theresa May, globalement, qui est restée très discrète, qui est restée plutôt pour le remain et qui est eurosceptique. En substance, ce qu'elle veut, c'est un statut comme la Norvège plus. Plus, c'est-à-dire avec notamment la possibilité du passeport financier pour que la City reste la City. Et ce qui est, somme toute, négociable. L'autre, en revanche, est sur une position beaucoup plus dure, Michael Gove, sur... vraiment, l'Angleterre se retire parce qu'il est hors de question de continuer à accepter la liberté de circulation des personnes, etc. Donc on verra ce qui va se passer chez les conservateurs. Mais on ne peut pas exclure que si Theresa May gagne et que la Grande-Bretagne donc négocie ce statut avec l'Europe, globalement, à la fin, et ce sera le paradoxe, beaucoup de bruit pour rien pour rester dans l'atmosphère shakespearienne de toutes les choses, fondamentalement, l'Angleterre sera en dehors des structures politiques de l'Union, mais ça ne changera pas grand-chose. Non, là, le statut norvégien plus, c'est le statut suisse. Or, le statut suisse peut être obtenu seulement après que, l'article 50 aurait été activé, 2, il y aura eu les négociations pour la sortie, et 3, seulement après la sortie actée, la Grande-Bretagne pourra faire une négociation pour un statut à la norvégienne ou à la suisse. Ça, sur ce point-là, l'Europe qui existe encore, l'Europe des 27, et notamment l'Europe qui compte, c'est-à-dire l'Europe de la zone euro, cette Europe-là doit être inflexible. Mais c'est la vérité. Il n'y a pas une Europe aujourd'hui, il y en a deux. Il y a l'Europe de la zone euro, qui plaise ou ne plaise pas, est dans une dynamique fédérale, et il y a une Europe autour de la zone euro qui s'éloigne, qui profite, qui a d'autres règles, qui essaie les autres membres parmi les 27 qui ne font pas partie de la zone euro. Il y a quand même enfin avec un peu de recul, les historiens pourront travailler, mais les Anglais on a fait croire aux Anglais que la perte de pouvoir d'achat, que le déracinement, que ceci, que cela, c'est Bruxelles. Or, en fait, c'est 10 ans de politique d'austérité, c'est l'austérité depuis 2008 qui a littéralement ratatiné la middle class, la working middle class, qui a voté massivement contre l'Angleterre. La peur de l'immigration aussi, mais
voilà, c'est Cameron, c'est depuis 2008, l'austérité, c'est le modèle libéral aussi, c'est fascinant. C'est l'Angleterre, c'est l'archétype du libéralisme. Londres, c'est la cité globale, libérale, l'argent, les banques. Et les Anglais, ils ont dit quoi? Ils ont dit, votre modèle libéral, il est contre nous, il est contre les petits. Il faut changer ce truc, parce que nous, on ne se sent pas bien. On veut remettre des frontières, on veut remettre des murs, on veut se protéger. Et ça, là, par contre, nous, Européens, qui sommes les 27, il y a peut-être un discours maintenant, à la fois sur la forme et sur le fond. Oui. Comment on peut aménager ce libéralisme qui a pris toute la place? Oui, parce qu'on voit bien d'ailleurs que cette tendance... les opinions. Sauf que ce modèle libéral, il venait d'eux. Ce qui se passait en Grèce. Effectivement, c'était Bruxelles qui, dans le cadre de l'euro, imposait une politique d'austérité. Mais Bruxelles, c'est qui? Pour la Grande-Bretagne. C'est l'Allemagne. Voilà, pour la Grande-Bretagne, la question ne se posait pas. Le modèle libéral, il était imposé par Cameron lui-même. La Grande-Bretagne, il faudra le rappeler, ne fait partie ni de la zone euro, ni de l'espace Schengen. Donc que ce soit sur les questions d'immigration, des coupes dans les services publics, que ce soit sur les questions d'immigration, ça a été une politique totalement endogène et propre aux Britanniques. Et c'est là-dessus qu'il y a cette démagogie du camp du out, qui, exactement comme en 2005, lors de la campagne sur le traité constitutionnel, les nonistes ont raconté des mensonges énormes. Et le retour de bâton, ça a été effectivement. Ils s'aperçoivent que sur la question de l'immigration, la campagne s'est faite exactement comme celle de 2005, sur deux fantasmes. Le plombier polonais. Mais il y a toujours le plombier polonais. Voilà, et absolument. Et le deuxième, l'idée que la Turquie va adhérer à l'Union européenne et va apporter une avalanche encore plus grande de migrants. Ça a été là-dessus qu'ils ont fait la campagne en Grande-Bretagne, qui sont deux absurdités. Deux absurdités, effectivement. Je vous interromps un instant parce qu'on a encore des dessins à regarder. Et puis le prochain est assez drôle sur ce thème du divorce. Voilà, c'est les divorces, un dessin des Lectres, un dessinateur belge, un dessin publié dans des standards. Et voilà, on évoque le divorce et qui parle des divorces par des gardes partagées. Donc on a Cameron qui parle à Juncker et lui dit alors l'Europe garde l'Écosse pendant la semaine et nous le week-end. Voilà, une question qui demande, parce qu'on sait que l'Écosse et l'Irlande du Nord ont veut rester en Europe, bien sûr. Pour le Remain. Et je montre un autre dessin pour montrer un autre personnage aussi important de cette Brexit. Donc Boris Johnson, un dessin des Gadot, un dessinateur kenyan. Donc on voit le cheval des batailles des Johnson qui est complètement découpé. On voit les morceaux un peu partout, tout comme son corps. Et lui qui s'exclame maintenant, allons vers notre prochaine destination U. Et voilà, on voit bien ce qui ça a donné ce Brexit qui a un peu dispersé les membres. Oui, un petit peu dispersé, on peut dire ça comme ça, Boris Johnson. Et voilà, un autre dessin de Joep Bertram, c'est un dessinateur de Pays-Bas, un dessin publié dans Kegel Cartoons. Donc ça évoque un peu ce qui s'est passé hier Johnson en trapéziste. Voilà. Et on voit bien qu'il laisse tomber une nouvelle fois à Cameron. C'est Cameron ou c'est juste le Royaume-Uni? Ou on connaît bien les... Ça peut être les deux. Les deux, parce que c'est l'un et l'autre. Donc les titres du dessin, Joking, une nouvelle blague de sa part. On voit bien comment il dénie à lui donner les bras pour l'attraper. Oui, alors il plaisantait beaucoup moins, il jokait beaucoup moins ce matin dans les rues de Londres. Boris Johnson, vous allez voir cette vidéo, c'est quand même assez édifiant. Lui qui a toujours une grande maîtrise, qui a su déplacer des montagnes pendant cette campagne. Ce matin, il a été harcelé à la fois par un journaliste de Sky News et par un Londonien furieux. Il était sans voix et sans réponse. Regardez. For Brexit, aren't you responsible for implementing it? Wouldn't have won without him. Come on. Abandoned the sinking ship. Hopeless. Honestly. Unleashed intolerance, inequality, shocking behaviour. Mr. Johnson, aren't you responsible for implementing Brexit? Well, that will be up to the next government. Do you intend to play a part in that next government? Well, that will be up to the next Prime Minister, but that can't be me, as I explained yesterday. Do you feel betrayed by Mr. Gove? Yeah, I cannot, unfortunately, get on with doing what I wanted to do, so it'll be up to somebody else now. And I wish him every possible success. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer
l'état de sidération et de choc en Angleterre, l'état de délabrement de la classe politique. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de parti conservateur, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de parti travailliste, il n'y a pas de gauche, il n'y a rien. D'accord, mais s'il y a une personne quand même... Attendez. Il reste Nicolas Sturgeon en Écosse, qui est à peu près le seul leader plus solide qui elle-même doit faire attention. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des vrais enjeux pour la nation britannique. Je parle d'abord de son entité géographique, c'est-à-dire le problème nord-irlandais dont on va entendre parler très très vite, l'Écosse, etc. Mais il y a des vrais problèmes. Vous discutez avec des gens de la City, je me suis amusé presque à le faire depuis 2 jours, il y a une espèce d'écran blanc, c'est la totale. Les Américains passent par Londres pour investir en Europe, il n'y aura plus de passeport pour les banques américaines pour investir en Europe. Les banques anglaises ne pourront plus investir, sauf si on va leur enlever le trading en euros, et ça, je pense que les gens de la zone euro sont extrêmement clairs là-dessus. C'est une catastrophe. Il y a des industries entières, je prends un cas particulier que tout le monde connaît, par exemple le cas EasyJet, transport aérien. Cette compagnie, elle est anglaise, elle n'opère aujourd'hui, elle n'est riche aujourd'hui que parce qu'elle est sous passeport européen. Le jour où elle n'a plus de passeport européen, il n'y a plus d'EasyJet. Les gens qui ont fait des industries automobiles en Angleterre, qui ont tenté de réindustrialiser ce pays, je pense en particulier aux Japonais, ils ne l'ont pas fait pour les beaux yeux des 200 000 acheteurs de voitures anglais, ils l'ont fait pour les 460 millions d'acheteurs de voitures européens. Donc tous ces enjeux, d'un seul coup, je comprends la réaction qui consiste à dire « let's wait ». Parce qu'on a voté, on a déclenché un tsunami et on se dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire. Et là, tout le monde, ni plan A, ni plan B, ni plan C, personne. Alberto. Voilà. Il y a le côté britannique, il y a le côté européen. Oui, mais ça, tu es un europhile convaincu. Europhile, et je pense qu'aujourd'hui, les problèmes de l'Europe et de la discussion sur ces perspectives sont d'extrême actualité, mais je pense que s'il y a quelque chose malheureusement, la question du Brexit a provoqué une réflexion finalement sérieuse, au moins on peut l'espérer, à l'intérieur de l'Union européenne. C'est marrant, Alberto, à vous entendre, pour vous, le Royaume-Uni est déjà parti, non seulement ça, mais en plus, vous n'en avez rien à faire. Vous regardez uniquement le côté européen des choses. Le Royaume-Uni doit partir si les Britanniques sont sérieux. Non, mais les Alberto, Britanniques ne sont pas sérieux. Ça n'a pas l'air de vous peiner. Cette réflexion de l'Europe pour une relance de l'Europe. Pour le moment, ce qu'on entend, c'est plutôt le contraire. Je vois cette réflexion de l'Europe, je te fais un exemple. Ce qui s'est passé avec la question des taux d'intérêt. Parce que tout ce qui a été mis comme possibilité de catastrophe après le Brexit, c'est-à-dire les conséquences financières sur les marchés européens, ont été contrôlés d'une façon, je ne dis pas exemplaire, mais efficace. C'est pas ça une relance de l'Europe. C'est pas ça une relance stratégique de l'Europe. Ça, c'est le premier pas pour ça. Parce que ce qui aurait pu se vérifier aurait été une réaction en chaîne d'augmentation des taux d'intérêt incontrôlable, style 2011. Ça, c'est pas vérifié. C'est-à-dire les structures européennes, la Banque centrale européenne et les autres structures ont travaillé bien sur ce terrain. Si on ne veut pas voir ça, alors on est aveugle devant ça. Et c'est la fin de la première partie d'une semaine dans le monde, messieurs, madame. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie.